Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu de temps, du coup parce qu'il y a eu toute cette saison un peu compétitive. J'ai décidé de faire une deck tech sur Dory Decimator, du coup la decklist que j'ai ramenée pour tous les ProQuest ainsi que Varsovie. Je me suis demandé comment j'allais faire un peu le format de la vidéo et je pense que le plus adapté en fait c'était juste de faire une deck tech, pas vraiment un retour de tournoi ou quoi que ce soit, les match-ups que j'ai rencontrés, tout ça. Faire un truc assez général pour que vous sachiez comment battre le deck ou comment le piloter tout simplement. Du coup, premier point, on va présenter le premier deck que j'avais présenté en fait tout simplement quand Dromai était encore dans la méta. Vous verrez, ça n'a pas beaucoup changé vraiment par rapport à ce qui est joué maintenant. Du coup, cette decklist, elle avait pour avantage de pouvoir potentiellement battre Dromai assez facilement avec beaucoup de sources de go again, avec les Warriors Valor, les Driving Blade, les Glint, les Hit and Run, les Precision Press pour pouvoir constamment essayer de clean deux dragons en fait. Et du coup, en side, on avait les Remembrance pour aller chercher des poppers et potentiellement aussi ces sources de go again. Donc c'était plus ou moins un cauchemar pour Dromai. C'était ce que voulait target un peu cette decklist. Et ensuite, Dromai est passé Living Legend. Du coup, il y a eu quelques changements sur cette decklist. On a gardé forcément le cœur contrôle de la decklist. Et on a changé quelques trucs. On a toujours gardé le même nombre de poppers. On a rajouté une Oasis Respite pour encore plus de contrôle. J'ai rajouté des overpower rouges parce que je trouvais que c'était un peu un élément de surprise. Surtout en armory parce que tout le monde s'habituait plus ou moins à la decklist. Et il fallait que du coup les gens tournent autour de quelque chose à un moment donné, qu'on arrête d'être linéaire et qu'on puisse montrer un peu un élément de surprise. On avait toujours ces sources de Gogen, mais avec quelques changements. On en a enlevé un peu, ceux qui étaient un peu les moins pertinents. Donc Precision Press qui a sauté directement parce qu'elle coûtait 1 et elle faisait que donner Gogen. À la place, on a mis des Fatal Engagement qui sont un peu plus impactantes aussi, toujours en AR. Phoenix Wing qui vient en support de la Decimator. Et Ripple Away qui est venu avec Heavy Hitters pour contrer les caillots. Et on avait du coup en side la Dawnblade et AB3 seulement. Plus besoin de Remembrance à au début, j'avais continué de jouer Remembrance. L'Imperial Warhorn, on n'en parle pas. Mais j'avais continué de jouer Remembrance, mais je trouve que c'est complètement overkill parce qu'en fait, on joue le meilleur deck control de la méta. Et du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher plus de cartes. En fait, on a déjà ce qu'il faut. Autant contre Dromai, ça permettait de chercher des poppers. Et du coup, on pouvait encore continuer à casser des fantasmes, machin. Autant maintenant, en fait, on va pas rechercher une Wincon. Notre Wincon, elle est là. Et elle est tout le temps sur le board. Donc, pas vraiment de changement là-dessus. Et là, après, il y a eu encore un changement. Donc, il y a cette liste qui perdure un peu. Et moi, j'ai décidé de abandonner le côté Dawnblade en fait, qui était obligatoire dans la méta avec Dromai, mais qui maintenant en fait je trouvais perdait de son sens. Et en fait toutes les cartes qui étaient liées à la Dawnblade, donc les Spoil of War, les Warriors Valor et c'est tout, ce qui est déjà pas mal, en fait avait aucune utilité avec Decimator à mon sens. Il y a mieux. Et je trouvais que ça faisait des tours où c'était un peu... en fait, t'as pas envie de payer le Spoil of War ou le Warriors Valor quand tu joues Decimator. Parce qu'en fait, t'as pas forcément envie de donner 2 coups de hache, sachant qu'elle va proc l'effet au premier. Au deuxième, on perd de la value. Sachant qu'on n'a pas envie non plus d'utiliser son compteur unique pour remettre un coup de Decimator dans le tas. Juste après avoir touché avec son premier coup de Decimator, parce qu'en fait on a envie de garder les compteurs uniques pour
bah, les 12 DR-ish qu'on a en fait dans notre deck. Jouer une Oasis en pitchant, bon bah c'est dommage quoi. Donc j'étais pas de cet avis de garder ses Warriors Valor et ses Spoil of War. Et du coup, je suis parti sur un build. Donc ça, c'est ce que j'ai joué pendant mes ProQuest. En termes de résultats, j'ai fait 2 top 4, un top 8 sur 3 ProQuest. Donc c'est ultra correct, c'est hyper bien. Mais je me suis dit, c'était perfectible. Du coup, je suis allé au calling Varsovie avec cette liste. C'était pas vraiment cette liste. En fait, elle a été modifiée en cours de tournoi pour s'adapter à la méta. Mais là, je vais vous présenter en gros la decklist que je trouve la plus pertinente de Decimator. Et c'est pas celle que j'ai jouée au BH où j'ai fini second. Parce que j'avais des petits couacs, des manques de cartes en fait, à ce moment-là au niveau de l'event. Bon, désolé pour le cut, je savais pas en fait si je devais vous la présenter en entier ou pas. Bon, je décide de vous la présenter en entier assez rapidement. Je trouve que ma vidéo précédente sur Droid Decimator était quand même assez pertinente. Mais c'est parti. Du coup, Balance of Justice, on commence avec les équipements forcément. Balance of Justice, c'est le staple du moment, à savoir comment... donc c'est un bloc 2. Et si notre adversaire pioche 2 cartes, on va nous aussi pouvoir détruire cet équipement pour piocher une carte. C'est très utile contre le tiers 1 de cette méta qui est Kaio forcément. Et c'est en plus sacrément utile contre Katsu et potentiellement Prism. Donc bon, on la met dans tous les decks. Sachant que les places dans le deck sont assez chères, donc on n'a pas envie d'avoir 36 000 coiffes pour s'adapter. Je pense que Balance of Justice fait très bien son travail et qu'elle suffit dans le deck. Bref, Forge Bracers, c'est les meilleurs bras warriors. Battle Worn 2, que dire de plus? Parfois on peut activer l'effet, c'est très rare mais ça peut arriver. Mais c'est surtout le Battle Worn 2. La Decimator bien sûr, autour duquel le deck est build. C'est la meilleure arme contrôle. Je pense qu'on n'aura jamais une aussi efficace en termes de value pure. Et c'est pour ça que le deck existe, hein, tout simplement. Fiendelf Spring Tunic, bien sûr, parce que les games vont durer longtemps, donc on va faire beaucoup de value là-dessus. Et elle nous permet de jouer nos DR, entre guillemets, gratuitement, sans que ça coûte de cartes de la main. Et les Refraction Bolters, qui sont, je trouve, un assez gros atout pour Dorinthea, pour pouvoir mettre la pression à certains tours où on a des bleus qui restent en main, hop, on met un deuxième coup de hache, et ça fait le café. Donc, les cartes classiques, Command & Conquer, notre seul outil de disrupt dans le deck. Comment s'en passer? On ne la présente plus, bien sûr, essentiel dans le deck. E-Strike, qui est pour moi aussi une des meilleures cartes du deck. Elle permet de faire, bien sûr, soit pour 2 cartes 7, ça va être un peu les tours classiques, soit quand on a un peu de tempo, pouvoir faire 5 go again et derrière avec une bleue, un petit coup de hache. Et ça nous permet de mettre les cartes qu'on n'a pas envie sous le deck, tout en faisant de la value. Fate Forcing, bien sûr, la seconde meilleure DR du jeu. Pour 0, bloc 4, opt 1. Ça va nous permettre en fait de gérer l'arrivée de nos DR. Potentiellement en fait si on n'a pas nos compteurs toniques et qu'on voit une DR en top, on va la mettre dessous et ça attendra second cycle tranquillement. Failing Swing du coup qui est rentré suite au fait qu'on ait retiré la Dawnblade. C'est pour une bleue 6 de dégâts en plus sur Decimator. Donc ça fait en gros un 10 sur Decimator. Et du coup, il n'y a pas vraiment de bon bloc sur 10. C'est-à-dire que si on met 3 cartes, on bloque 8. Et si on en met 4, on va bloquer 11. Donc l'adversaire, il est un peu... voilà. Et quand on a la tempo, ça permet de mettre un gros coup de pression quand même. J'adore cette carte. Elle est très dure à jouer. Mais quand on la sort, bon l'adversaire le ressent quoi. Donc on joue aussi en bleu parce que c'est pour une carte 4 de value. Et ça permet toujours de mettre la pression. Et c'est une bleue
Les Oasis Respite pour Kano, mais pas que. Ça peut être 5 de value sur un compteur tunique, c'est complètement fou. Et ça surpasse les Dominate. Donc Azalea, où on peut avoir des petits problèmes. Et parfois Victor qui fait un Golden Sun. Bref, voilà, les Overpower rouges, j'en parlais tout à l'heure, qui sont une win-con à part entière. Par exemple, au BH, j'ai gagné un Victor qui s'y attendait pas du tout. Il avait tous ses équipements qui n'avaient pas du tout bloqué. Hop, Overpower rouge, la game était finie instantanément. Le plus 6, souvent on le voit pas arriver. Et bon, je trouve ça pas moins bien que Failing Swing, mais quand même, pour moi, c'est un must-have dans la decklist. Overpower bleu, pareil, en fait, ça va se mettre en pitch stack tranquillement tout seul. Et on va pouvoir faire des plus 4 en fin de game et potentiellement close des games là-dessus. Et si on close pas là-dessus, en fait, l'adversaire va potentiellement juste respecter le overpower bleu, voire le overpower rouge, et ça fait des fin de game plus compliqués pour l'adversaire. Raging Onslaught qui est notre popper contre les prismes qui ont des Herald of pas Tenacity, ça peut Tenacity, et c'est Erudition, celui qui fait -1, bref. Et c'est toujours 7 pour une bleue, donc bon ben on prend la value et bloc 3. Je préfère ça à Final Fighting Spirit, bien sûr. Est-ce que je préfère ça à Battlefront Bastion? Je pense que oui. Je suis pas fan de Battlefront Bastion pour l'instant, je l'ai pas encore testé, mais à voir. Sharpen Steel, bon bah c'est cool pour mettre la pression, donc soit on fait 3 de value en défendant avec, soit on fait +3 sur la Decimator, un petit coup de Decimator, et ça fait une Decimator à 7, et pareil, pas de bon bloc sur 7, soit on met 2 cartes, on défend à 5, soit on met 3 cartes, on défend à 8, l'adversaire ça gratte toujours des PV. Sigil of Solace, incroyable, quand on a la tempo, parfois juste hop, un petit sigil, on reprend de l'avance en termes de HP, ou soit carrément on va les mettre en pitch stack sur des E-strikes, sur des Sing Below, et en fin de game, quand la game s'essouffle, 3 HP, ça a une value folle hein, en termes de tempo. Sing Below, bien sûr, meilleur DR du jeu, on ne la présente plus. Ça va nous permettre, en fait, si on n'a pas les compteurs tuniques, de renvoyer nos DR sous le deck, et potentiellement nos Oasis aussi, potentiellement nos sigils, enfin, tout plein de choses dont on n'a pas envie. C'est souvent l'ADR que je préfère le plus mettre en arsenal, parce que ça nous permet de tout le temps fixer nos mains, même des mains full rouge, ça va arriver, il y a environ 8% de chances que ça arrive, mais ça arrive, et on va pouvoir aller chercher une bleue potentiellement sur un Sing Below. Standing Order, moi ça a été le coup de foudre Heavy Hitters en fait dans le deck, elle est complètement folle. En fait ça va nous permettre les tours où par exemple on a 2 bleus, et on peut pas rentabiliser forcément 2 bleus. On va faire un coup de Decimator, on va arsenal l'autre bleu, et on va potentiellement, ça dépend comment la game est avancée, pouvoir arsenal l'autre bleu, ça peut être un truc random, un Biting Blade, et juste le dégager avec Standing Order et faire de la value dessus. Quand on est en mode full turtle, on peut arsenal n'importe quoi, tant qu'on a des Standing Order, c'est bon. Steel Blade Chant, bien sûr, en rainbow. Moi, je trouve que c'est pas overkill. Je sais que dans Block Teen, on joue que les rouges et les jaunes, c'est certes les meilleurs, mais la bleue, moi je la trouve vraiment bien aussi. Même en fin de game, ça permet de clôturer des games. Enfin, c'est génial. L'adversaire va jouer autour, toujours. Même quand il voit qu'on a le rainbow Steel Blade Chant, il va respecter et il va essayer de rester le plus haut possible en HP. Et ça va faire qu'il fait des plays un peu sous-opti. La moins bonne, je trouve, qui est un peu... elle peut être embêtante, c'est la jaune dans le deck, parce que vu que Decimator coûte 3, dès qu'on l'a en main, et que c'est la seule qui nous reste et qu'on la joue pas, et bien on va rien pouvoir faire, ça va être une fin de tour. Et ça parfois ça peut être embêtant. Unmovable que j'ai rentré du coup à la place de Warriors Valor, Spoil of War, voilà.
pour contrer les caillots, en fait, c'est au minimum, pour 2 cartes, 7 de value, on a très souvent une bleue en main. Certes, on va pas tout le temps push les dégâts. Enfin, on va avoir qu'une bleue en main, du coup, on va juste bloquer avec ça. Et derrière, on pourra pas faire un coup de décimator. Mais, en fait, la value est dingue. Et en plus, contre des match-ups comme Victor, des trucs un peu mid-range, on va réussir à la sortir à 8, en fait. Et parfois, on peut faire des roulements comme ça de movable. C'est la régalade. Aussi, je trouve un très bon ajout dans la decklist. Biting Blade, c'est parce qu'en fait, vu qu'on a plus les Go Again classiques, Biting Blade, en vrai, c'est pas si mal. Parce que quand on va taper avec Decimator, on va taper à 4. L'adversaire, s'il veut full block, il va mettre 2 cartes et il va bloquer à 5. Enfin, moi, je prends des cas idéaux où les cartes en face bloquent 3. Et bien Biting Blade, ça va faire plus 2 et du coup on va pouvoir gratter 1 PV. C'est pas énorme. Mais en fait quand on cherche à être dans l'agression, bah Biting Blade c'est quand même 1 PV qu'on peut faire perdre. Et parfois j'ai gagné une game sur Biting Blade. Et ça c'est ma petite fierté. Voilà. Abandoned Blade que j'ai mis. Au début c'était des Ranging Onslaught bleu. Mais je pense que c'est mieux quand même Embolden Blade. Parce que, voilà, si en face ça joue moult DR, pourquoi pas. Et pourquoi pas, ça turn face up. Du coup, Azalea, elle va pas pouvoir activer son couvre-chef. Voilà, là, je vous donne tout ce que la carte peut faire, hein, vraiment. Mais le proc de l'effet, c'est chaud quoi. Fatal Engagement, moi j'adore aussi. Plus 3 si l'adversaire défend avec une attaque action card. Attention forcément à ne pas l'arsenal face à Warrior. Parce que ben là, si vous n'avez pas Standing Order, ben c'est fini, plus d'arsenal jusqu'à la fin de la partie. Et ça permet de gratter des PV comme ça. C'est un plus 3 pour 2, enfin c'est génial. Glint, incroyable aussi, forcément. Quand c'est dans la pitch stack, on va pouvoir mettre 2 coups de hache assez facilement. Heart of Yendal qui pour moi est en fait nécessaire. J'ai testé la decklist 100 parce que ça bloquait pas. Donc je me suis dit, chiant, ça bloque pas quoi. 100, c'est compliqué contre les midrange. En fait, il y a des games contre Victor, Kassai, on va faire plein de cycles. Et Heart of Yendal, sans Heart of Yendal, parfois c'est un peu compliqué. Ça facilite grandement ces match-up mid-range. Et si on a un mirror, ça peut arriver. Heart of Yendal, c'est ça qui fait gagner. Hit and run, un go again pour 0. Voilà, il n'y a pas beaucoup mieux en termes de bleu. Qui peut faire des trucs, c'est pour ça que de Unbound Blade, enfin il y a des cartes, même Biting Blade, on se dit oula c'est un peu bresson le truc, mais bon, on prend, voilà. Last Ditch Effort, en vrai, bonne carte, ça m'est déjà arrivé de gagner des games en faisant proc Last Ditch, donc moi je la garde, c'est bonne carte, voilà, rien de plus à dire, parfois ça arrive, on arrive à la fatigue. Ça peut arriver contre Kaio, ça peut arriver contre d'autres decks fatigue. Donc Last Ditch, il n'y a pas beaucoup mieux en bleu fatigue. Si on joue pas Last Ditch ici, on le joue nulle part. Voilà. Ripple Away, excellent contre Kaio, très bon contre Azalea. Parfois, on peut même attaquer avec. Enfin bon, ça bloque 3, on adore. Hein. Tous les jours, on fait Ripple Away sur un codex, on fait Ripple Away sur un Cast Bones, sur un Agile Wind-Up. Ça va casser la tempo adverse. Quitte à prendre 3 derrière, hein, on s'en fout. C'est toujours plus value de faire Ripple Away. Warmonger, en vrai, je l'ai rarement joué. Et je suis pas fan de la jouer. Contre Azalea, parfois, en fait, ça peut lui laisser le temps de setup des trucs, un counter tunique, ça peut être parfois handicapant en fait. Et on n'a pas tant envie que ça d'avoir contre Azalea, surtout dans cette liste, de la tempo. En fait, on va rien en faire. Le but, ça sera de fatiguer. Warmonger, pas obligatoire dans cette liste.
Je crois pas l'avoir joué beaucoup. Enfin voilà. Donc comme je disais, là c'est vraiment la decklist. Comme je la vois pré-MST, vous verrez que sur le site Flesh and Blood, vous verrez des trucs un peu bizarres. Genre là il y a un Fiendal Fighting Spirit. C'est parce qu'on a pu me prêter que 2 Phoenix Wing. En fait, je vais faire en gros. Au calling, il y avait du coup beaucoup de caillots, plus d'une centaine. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Il y avait tous les Italiens du coup qui étaient partis sur Blocktin. Et moi du coup, il n'y avait que 3 Boltines qui étaient passés. Je me suis dit, ok, Day 2 de... Enfin, OBH du coup, que j'allais faire. Il fallait que je m'adapte en fait à la méta. Et je me suis dit, ok, bon, ben, les prismes, elles sont. Les meilleurs prismes, entre guillemets, sont au calling et sont au jour 2. Du coup, pas obligé d'avoir autant de poppers, sachant qu'on en a quand même. Hein, on a les Command & Conquer, on a les Raging Onslaught, on a les Standing Order potentiellement. Et on a des DR, c'est-à-dire que même si on pop pas, bon, ben, c'est pas grave, on bloque en fait. Et prisme ne hit jamais. Mais du coup voilà, j'avais demandé à Joff du coup de me prêter 2 Feeling Swing. Du coup dans la liste on voit 2 Feeling Swing, un Final Fighting Spirit. Et comme je disais, j'avais des Ranging Onslaught. C'est mieux un Bolden Blade. On va jamais taper avec Ranging Onslaught. Ça m'est arrivé une fois. Mais parce que tu fais un strike Ranging Onslaught, ça peut sortir. Mais ça fait pas tellement de value. Ça met un peu plus de pression. Mais voilà, moi j'avais mis Ranging Onslaught dans le sens où parfois ça peut gagner aussi un clash. Voilà, c'est une attaque. Donc voilà. Dans cette decklist aussi, AB1 en side. Voilà, Kano n'existait pas à mes yeux. Hein, donc je perds en finale de BH face à Kano. C'est mérité, voilà. No Kano. Bon, j'ai perdu au calling aussi contre un Kano. J'ai perdu contre une dash pistol. Et j'ai perdu contre une dash IO qui était vraiment excellente. Franchement là, rien à dire. Mais voilà. Du coup, passons à la suite. Tout d'abord, le prix du deck. Le deck, il est pas free-to-play du tout. Pourquoi? Parce que on a quasiment tous les staples génériques du jeu et en plus on a Heart of Yendal. Donc voilà, je vous ai fait une petite simulation pour vous. Le deck coûte 1200 € et on a 850 € de staples et on a quelques cartes qui coûtent cher. Donc Standing Order, Ripple Away, les Breforge Bracers forcément et un Bolden Blade. C'est des cartes qui coûtent à peu près autour des 10 €, sauf Breforge qui est je crois 25-30, un truc comme ça. Donc voilà, là je vais être dur, mais c'est pas remplaçable. En fait, on peut pas se permettre de pas jouer Command & Conquer, de pas jouer Tunic, de pas jouer Balance. Enfin, on peut jouer. Non, pas dans la méta, non. Pas Distract, c'est embêtant. Pas de Heart of Final, pareil, c'est. On va perdre du Win Knight. Il n'y a pas d'alternative qui cible d'autres match-up. Donc faut faire avec. Et c'est clair, c'est pas free to play. Mais c'est comme ça. Et c'est dommage. Ensuite, les avantages du deck. Donc tout d'abord, il est surprenant. Premier point. Pourquoi? Parce que en fait, la méta, elle a été un peu sensibilisée à Dory Hachette qui a fait finale de Pro Tour. Et du coup, quand il voit Dory, il voit pas Decimator, il voit Hachette et le nombre d'adversaires qui sont en mode putain, Decimator, Decimator. Et du coup, ils side pas forcément contre. Ils ont des DR où on va faire un maximum de value dessus. Ils vont avoir des decks à tight 60. Et ça, c'est bon pour nous. Et du coup, l'effet de surprise, c'est un gros facteur. Et c'est pour ça que le deck est aussi fort aussi. Hein. Forcément, ça participe à sa puissance. Il est facile à jouer. C'est clair qu'il n'y a pas... on attaque que avec l'arme quasiment.
on va bloquer la plupart du temps, c'est juste gérer ses blocs, c'est ultra facile. La pitch stack facile, donc ouais, pareil, en fait, ce qu'on a envie d'avoir en pitch stack, c'est nos bleus, et potentiellement certaines rouges, j'y viendrai juste après. Ça se fait tout seul, on n'a même pas à y penser, les cartes vont arriver dans l'ordre, il y a quelques tricks, mais moi je ne sais pas pitch stacker, je peux pas vous dire, voilà, dans 2 tours, ma main ça sera ces 4 cartes là, je peux pas savoir, mais je peux dire, ok, si j'ai ça, j'ai ça derrière, quoi, faut faire en fait ce que j'appelle des micro pitch stack, et je vous en montrerai peut-être après, je sais plus si je les ai mises, mais bon bref. Quasiment pas de side, voire pas de side. Alors, j'ai du side, je vais juste vous remontrer. Par exemple, on va voilà, contre Kaio, j'enlève Heart of Yendal. Ouais, c'est un vrai side. Je vous laisserai jouer avec les comment dire, les match-up. La decklist est bien sûr en description de cette vidéo, mais il y a un peu de side, mais pas grand chose, hein, vraiment. Donc là, voilà, pas de side. C'est le meilleur deck value, donc tous les autres decks qui vont vouloir avoir un plan de jeu où ils vont faire de la value, pas possible. Ils perdront. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas possible de jouer value face à Decimator. Donc là, vous êtes number one sur le plan de jeu. Joue en réaction, alors ça c'est un gros avantage. C'est-à-dire que ça va pas être à nous de prendre les actions, c'est-à-dire que c'est pas à nous de choisir est-ce que on va activer notre défense réaction. On va pouvoir s'adapter toujours nos blocs à ce que va faire l'adversaire, parce que c'est toujours lui qui aura l'initiative, et nous on va dire ok, mais du coup en réponse à ça je vais faire ça, et en fait on va être hyper flex sur nos plays, et on va pouvoir s'adapter à tout ce que fait l'adversaire, et ça c'est aussi un gros bonus. Je trouve que le deck A, il est aussi ultra stable, tout simplement parce que on va toujours faire quasiment les mêmes sorties. Les games vont se ressembler, ça va être c'est comme ça, et on aura toujours une bleue pour faire un petit coup de Decimator, et voilà. On va jamais dire ah putain la sortie était moyenne cette fois-ci. Ça peut arriver des mains full DR ou sur un CNC, enfin voilà. Il y a toujours des exceptions, mais je pense qu'il n'y a pas plus stable, à part peut-être Doré Hachette. Et encore, parce que parfois t'as envie de... Si t'as pas de Gogen, t'es en mode... Ah, bref. Du coup, ultra stable. Et ensuite, les désavantages du deck. Certains match-up ingagnables. Pour moi, un bon Kano, il va gagner, quoi qu'il arrive. On l'a vu aussi au Calling Varsovie en demi-finale contre Voltin, c'était pareil. C'est ingagnable. J'y viendrai après sur les match-up. Parce qu'il est rewarding, c'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur joueur au monde, si vous devez perdre, vous perdez. Et si... Parce que la sortie, vous pouvez pas inventer des plays qui sont meilleurs que d'autres. En fait, il n'y a pas vraiment de skill pour jouer le deck. Vous pouvez être le meilleur pitch stacker, savoir dans quel ordre vont arriver vos cartes. Il n'y a pas de... C'est pas skill rewarding. Après, sauf à bloquer. Ça, c'est vrai, en fait. Si vous commencez à jouer à Flesh and Blood, et que vous commencez, par exemple, avec ce deck, en fait, vous allez juste savoir comment bloquer. Vous savez, il n'y a pas vraiment d'autres décisions à prendre, pas d'autres values à prendre en compte. C'est juste, je vais bloquer, et je vais bloquer de la meilleure façon possible. Et je vais essayer de voilà, faire en sorte de toujours bloquer au mieux. Donc après c'est un très bon deck pour s'entraîner à bloquer, hein, ça c'est clair. Donc les match-up, on y vient. Donc voilà, c'est une decklist. Bon, j'ai les fait à la vite. Il y a toujours, on peut être d'accord, pas d'accord, bref. C'est mon ressenti sur mon expérience personnelle en jouant le deck. J'ai fait quand même beaucoup de games avec, donc je pense que je suis proche de la vérité, mais ça peut changer en fonction des personnes, c'est clair. Je pense que déjà, tous les warriors, tous les gardiens, on est à 60% de win rate.
on a les unmovable, on a les feeling swing, on fait de la meilleure value. On joue en défense réaction. Enfin, on peut s'adapter à tout. Et on a les Steel Blade Chant contre les Warriors, contre les gardiens, pareil, qui tapent beaucoup avec leurs armes. Et on va avoir l'ascendant instantanément. Ensuite, je vais même pas les différencier, les gardiens des guerriers, c'est pareil. Lévia, en fait, Lévia, on va tout tanker. Et c'est quasi ingagnable pour Lévia, honnêtement. Je vois pas comment Lévia gagne face à Dory Decimator. C'est impossible. Elle va prendre sa Blood Debt. Même si elle est sous Blasmophète, ça va jamais réussir à leak. En fait, on va être tellement devant en termes de HP. Vu qu'il y a quasiment pas de Dominate, quasiment pas de Gogen. Que ça va... On va l'imploser. Arachni, pareil, les assassins, en fait, vu qu'on va jouer en réaction, ce que je disais, on va pas être proactif sur les maillons de chaîne, et du coup, ça sera à l'adversaire de jouer ou pas au tour de réaction, et nous, on aura juste à les jouer si il joue pas au tour. Enfin, c'est quasi ingagnable aussi pour les assassins. Enfin, c'est... Voilà. J'ai mis 60, mais en vrai, c'est peut-être 70. Hein. Riptide, pareil, on bloque trop. Il n'y a pas de Dominate, il y a Léonite, voilà. On a juste à bloquer, on joue trop de cartes, même s'il a Quiver of Abyssal, des Remembrance, il pourrait avoir Memorial Ground, tout, mais ça ne passerait pas. Enfin voilà, Max, pareil, en fait, on va bloquer toute la game. Lui, il va faire ses Hyper Driver. Il va se mettre en mecha. Et même si il fait sa meilleure pitch stack avec High Octane Twin Drive et des boosts, il va attaquer peut-être 6 fois avec le mecha. Mais ça va pas suffire. Donc, c'est pareil. Pour moi, c'est quasi auto-win. Ensuite, on s'attaque au 55% win rate. Il y a Katsu. Katsu... C'est un peu tricky, il faut savoir, je pense un peu avoir joué contre le perso, mais en gros, on va laisser toucher quand on veut que ça touche, et on va juste bloquer quand on veut bloquer. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, son cimetière va se remplir, à tel point que il pourra plus rien tuto sur les bands, et ça sera la fin de la game. J'ai jamais perdu contre Katsu, mais je me dis, il y a peut-être un monde où si il arrive à sortir une ligne double bounce, triple bounce, pourquoi pas, voilà. C'est plus dur, le match-up est plus dur, mais c'est toujours à la faveur de Dory Decimator, je trouve. Vincent, j'en ai pas joué tant que ça, mais ça part à la fatigue. On AB les dégâts d'arcane, et on bloque les dégâts physiques. C'est clair que Vincent, ça va faire des gros tours par moment, mais Dory, ça absorbe tellement que normalement à la fin c'est juste fatigue et terminé. Victor, il y a différentes decklists, il y a différentes façons de jouer, mais je pense que on est quand même favorable dans le match-up, pas énormément, parce que il y a des Victor qui vont réussir à faire des très bonnes pitch stacks avec des Tira Thunder, des Pummel, des Golden Sun, des CNC. Et ça va être une tempête qui va s'abattre sur Dory Decimator. Et malheureusement, on va pas y échapper. Sachant que j'ai rencontré une decklist fatigue. Je pense que c'est compliqué aussi. Parce qu'avec Rampart et Remembrance et Steadfast et Peace of Mind, enfin des tricks comme ça là, il fait quand même beaucoup de value. Je pense que ça peut mettre un peu de complexité dans le match-up. Après, j'ai mis 50%. Là encore, très subjectif. Les Azalea. C'est-à-dire que les Azalea, c'est, je pense, un des match-ups les plus durs. Le plan de jeu, ça va être de fatiguer. On est sur du 50%. Pareil pour Prism. Il y en a qui vont partir Iris. Il y en a qui vont partir Herald. Il y en a qui vont partir... Ange, ça dépend des prismes, mais je pense qu'on est 50%. Il y a bien sûr la loupe qui existe,
Mais il y a des alternatives, j'en parlerai juste après. Kaio, je pense qu'on est à 50% aussi, pareil. Ça dépend des sorties. Kaio, il peut discard des Blood Rush, il peut faire des 1 sur des Roll Scab. J'en parlerai tout à l'heure aussi plus en détail du match-up, mais pour moi c'est du 50%, voire peut-être 55, 52, 53. On est un peu positif, je pense, dans Kaio. Ensuite, match-up un peu défavorable. Dashio, parce que parfois c'est juste, ça fait des sorties. Nous, on n'a aucun moyen de pression sur Dashio. Et parfois ça fait des sorties, ça va être trop explosif en fait. Et ça peut coûter cher. Et du coup, moi, la seule Dashio que j'ai rencontrée, j'ai perdu contre. Donc, j'avais pas envie de la mettre à 50%. Mais peut-être que c'est du 50%. Mais après, voilà. Les tier list, c'est très subjectif. Ça dépend aussi des match-ups qu'on a practice le plus. Mais voilà. Reinhardt, très compliqué. J'ai pas vraiment de solution toute faite. En fait, je sais pas encore si mettre les DR qui sont payantes, c'est un plan de jeu ou pas. C'est très compliqué parce que ça dépend des intimidate, ça dépend des tours de jeu qu'il a, s'il arrive à full intimidate parfois. Enfin, nous, en fait, on va être full intimidate parfois, on va pas pouvoir mettre la pression derrière. Ça peut être compliqué, ça dépend beaucoup des sorties. Je trouve que c'est quand même défavorable pour Dory parce qu'il y a tous ces outils d'intimidate pour Reinhardt. Il peut nous intimider nos DR. Enfin, j'ai rencontré que un Reinhardt au BH. Je l'ai gagné, mais je trouve que pour moi, ça s'était très bien goupillé et c'était quand même très close. Donc voilà. J'ai mis Faille 45%. Faille, c'est un peu l'aggro anti-contrôle. Mais en vrai, maintenant, si vraiment vous croisez un Faille, souvent ça joue Humberblade. Donc je dirais qu'on est positif, sachant qu'il va pas mettre 2 Phoenix Flame normalement par réflexe, parce que c'est Dory Hachette normalement qui est dans la méta et il va pas chercher à jouer la fatigue et faire sa boucle de récursion là. Donc pour moi c'est 45, mais parce que je joue pas le match-up, mais c'est quand même compliqué. Ça leak tout le temps, faille en version Kodashi, donc voilà, 45%. Voilà, 45%. 30%, donc ça c'est ce que je qualifie de match-up ingagnable entre guillemets. C'est Viscerai. Viscerai, dans sa version actuelle Turtle Burst, il va mettre 1 milliard de rune shunt et il va les envoyer d'un coup. Là, on n'a pas de plan de jeu. Vraiment, c'est juste Tide 60. Je l'ai mis dans la grille des match-ups. Tide 60 et on va essayer de bourrer le maximum, lui prendre le maximum de cartes qui génèrent des rune shunt et pouvoir réduire au maximum sa génération de rune shunt. Mais c'est très compliqué en fait parce qu'il bloque très bien aussi. Heureusement, on a Décimateur pour contrer un peu ses DR, mais bon, c'est très compliqué. Dash, pareil, ça peut arriver de gagner. Dash Pistol, je parle de Dash Pistol, parce que même en hybride, ils vont partir Pistol. Les seules chances qu'il est possible d'avoir face à Dash, c'est elle sait pas qu'on joue Décimator, elle va peut-être side out certains items, encore j'en doute, mais ça peut arriver. Mais à partir du moment où les items sont là, elle va faire plus de value, elle va nous fatiguer si on bloque, et si on bloque pas, on va juste prendre trop de dégâts. Et on n'a pas de moyen de pression pour l'empêcher de mettre des items. Donc c'est quasi auto-lose, hein, vraiment. Kano, pareil, c'est pour ça que j'ai abandonné l'AB dans le deck. C'est pas utile. À partir du moment où il joue Imperial Edict ou Chains of Eminence, il va dire ok, tu peux pas jouer Oasis Respite. Et alors là, c'est vraiment 0% de win rate. Ça peut arriver, ça m'est arrivé de gagner des canaux en side event avec ces decklists. Mais en fait, ça peut. C'est en gros, vu qu'on a AB1, parce que quand même on le met AB1 contre lui, il va se dire ok, il va prendre un peu la confiance, il va pas faire de pitch sack et il va essayer de partir cycle 1. Et si à ce moment-là, au moment où il part en combo, on a une Oasis, peut-être qu'on peut se sauver. Mais voilà, c'est 30%, hein, vraiment. Mais c'est quasi ingagnable. Pareil pour Teklovosen, en fait, tous les decks qui vont vouloir setup, nous on peut rien empêcher. Donc en fait, Teklovosen, il va mettre ses items. Et cerise sur le gâteau, il peut bloquer avec les items de sa main. Et on ne peut pas diviser par 2 leur défense parce que ça reste des items et Décimator dit qu'il a réduit la défense des cartes non d'équipement et du coup s'il bloque avec
et ben c'est bloc 3, donc pas de value. On fait juste de la value sur les DR, mais c'est auto-win pour Teclos malheureusement. On va passer au gameplay. Le gameplay, il est très simple, donc je vais pas m'éterniser dessus. En plus, j'ai parlé de certains plays dessus. On va garder les compteurs pour les DR. En priorité, Steelblade Chunt jaune. Si vous avez le choix entre plusieurs Steelblade Chunt, toujours jouer la jaune. En priorité pour éviter de brick en fin de game et défendre juste ce qu'il faut quoi. Pareil Oasis Respite en priorité parce que ça ne bloque pas et du coup garder ces compteurs exclusivement pour ça. Ensuite meilleur DR c'est Sing Below, ça nous permet de j'en ai parlé tout à l'heure du coup de virer nos DR qui coûtent de la ressource alors qu'on l'a pas de dispo sur la tunique. En fait c'est vraiment de la gestion de ressources tuniques. c'est ça malheureusement. Et du coup, on va essayer de virer ça. Et le but, en fait, c'est toujours d'avoir nos DR quand il y a la ressource tunique. Et dès qu'on a la ressource tunique, faut toujours l'utiliser le plus rapidement possible pour essayer de toujours faire tourner ses compteurs. Et pas rester stuck avec une DR dans l'arsenal. Par exemple, je préfère... non rien. Oublier. Et du coup, notre seule attaque, c'est Decimator. Donc en fait, la plupart du temps, on va essayer de garder une bleue pour mettre un coup de Decimator. Et gratter des cartes / DHP. C'est toujours ce qu'on essaye de faire. Ensuite, la pitch stack. Les cartes qu'on va de préférence vouloir pitch et donc pas défendre avec, ça va être les overpower rouges, donc comme je disais qui permettent de close des games, les bleus aussi, Fatal Engagement qui pareil permet de close des games. On va forcément défendre avec contre les guerriers, on va la garder contre toutes les autres classes qui ont des attaques pour close nos games. Glint, The Quicksilver, donc voilà, ça c'est aussi les micro pitch stack dont je parlais. Le but ça va être de mettre Glint et une bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on va avoir Glint en main, et le maximum de bleu en dessous clairement, quand on va avoir Glint en main, en fin de game ils vont toujours bloquer pour éviter de perdre de la vie, parce qu'ils sont assez longs en HP. Du coup on va Glint, et quand on Glint c'est parce qu'on va toucher, sinon on Glint pas, à part si on a une attaque derrière, genre un CNC, un Ice Strike, bon c'est très rare, mais on va vouloir mettre un autre coup de hache derrière. Donc on veut piocher une bleue en général derrière pour pouvoir mettre ce coup de hache. Donc toujours faire attention à faire glint bleu. Et on est tranquille. Last ditch, bien sûr, dans les games qui peuvent s'éterniser, on va la pitcher pour nos coups de décimator. C'est pas une priorité. On va pas dire je bloque pas avec pour la mettre en pitch stack. Non, on s'en fout. Mais ça peut win des games. Donc voilà, c'est les cartes à privilégier en gros. Et les Steelblade Chunt bleu, on va avoir tendance à pitcher avec plus que défendre avec. Parce qu'on n'a pas envie d'utiliser notre ressource tunique au premier cycle pour bloquer 4. En fait, c'est pas value. En fait, si on utilise notre ressource tunique pour faire ce Steelblade Chunt bleu, si derrière on a un Steelblade Chunt rouge qui arrive, eh bien on est bien déçu. Donc ça aussi, en gros, ça fait partie de la gestion de la Fiendal tunique, Spring Tunique. En gros, savoir, en fonction des Steelblade Chunt qu'on a utilisé et de nos Oasis, savoir si on va quand même mettre un coup de hache, quitte à perdre des HP et pas bloquer avec ce Steelblade Chunt bleu, malgré le fait qu'on ait un compteur tunique. C'est juste de la gestion comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Faut éviter le plus possible d'avoir 2 DR en main et pas de ressources tuniques. Voilà, c'est tout. Pour faire le maximum de value, toujours. On va passer au game plan contre certains decks les plus présents de la méta. Donc voilà. Le premier, on va parler de Azalea. Donc Azalea, la priorité, donc le game plan, c'est sauver ses HP.
Et ça, je dis, mais par tous les moyens. Tous les moyens. Donc, si par exemple, il y a une attaque à 5, on pourrait se dire, ok, je vais faire les maths. La value la plus opti, ça serait bloquer 3, mettre un coup de hache à 4. Et là, on fait 7 de value sur le tour entre les blocs et les attaques. Mais non, là, le plan de jeu, c'est je conserve ma vie. Ok, donc on va bloquer 6. Et on va pas attaquer derrière. C'est conserver le plus de HP possible, quoi qu'il arrive. Quitte à jouer des DR pour sauver un PV, on le fait. Après, c'est à vous de juger forcément de la situation. Je peux pas citer. Y a des fois, on va dire, ben non, on va prendre un, tant pis. Mais voilà. Pareil, si vous avez un Blood Rot, vous n'allez pas donner un coup de hache, vous allez dire, ben je pitch pour sauver 2 HP. Voilà. C'est pas la value qu'on joue ici, c'est les PV, c'est fatiguer Azalea, qu'elle n'ait plus de flèches. Et le plus dur, ça va être le premier cycle, ça va être une tempête. Voilà. Tips, les Oasis Respite en arsenal pour les tours où les cartes dangereuses arrivent, à savoir Release de Tension qui empêche de jouer les DR de l'arsenal, ainsi que Remorseless. Parce que ça va nous bloquer l'arsenal en fait, nos DR, potentiellement. Donc les jouer au maximum quand on peut les jouer depuis l'arsenal, nos DR. Donc voilà, Oasis, c'est la solution. C'est s'il y a une flèche Dominate avec Release de Tension ou Remorseless avec Dominate, on va pouvoir quand même sauver nos HP avec Oasis en arsenal. Voilà, c'est pas toujours possible, ça c'est clair. Parfois on va jouer Oasis Respite de l'arsenal alors qu'il n'y a pas Release de Tension ou Remorseless. Mais on s'en fout, le but c'est toujours de garder nos HP. Codex of Frailty, bien sûr c'est une carte dangereuse. Donc comment jouer autour, on peut pas vraiment. Mais essayer d'avoir une carte en arsenal toujours pour ne pas avoir à discard et ne pas pouvoir bloquer la flèche qui arrive derrière. Et enfin, les tours ultra dangereux, forcément, c'est les Bolt Tension Rain Razor. Quand ça enchaîne deux Bolt and Shot, pardon, je suis un peu enrhumé, c'est le pollen. Avec Rain Razor, on va se prendre une tempête. Le but, c'est d'empêcher les reloads potentiellement. Parce que, mais après, c'est à voir. Parce qu'en gros, si Death Dealer n'a pas été activé, autant prendre les Bolt and Shot. Et puis tant pis, ça dépend s'il y a le pitch unique, ça dépend s'il y a une carte en arsenal déjà. Enfin, ça dépend du nombre de cartes en main. Mais potentiellement, on va vouloir juste bloquer un pump qui donne un Blood Rot ou un Inertia, plus que bloquer pour empêcher un reload. Mais après, ça, c'est encore à juger en fonction des games. Les cartes efficaces contre Azalea, forcément, c'est CNC. Parce que ça va être deux cartes de la main. Ça va être deux cartes, potentiellement deux flèches qu'on va pas se prendre en late game. Ça va être deux boosts qu'on va pas... enfin, deux ou trois boosts qu'on va pas se prendre dans la game. Le but, c'est de gratter des cartes. Le plan d'Unblade, il arrive à faire ça, potentiellement. Ça dépend encore des sorties. Mais celle-ci le fait très bien. On a Warmonger aussi. Encore une fois, ça dépend de la situation, de la game. Si Azalea elle n'a pas l'habitude du match-up, Warmonger, ça peut être hyper utile parce qu'elle va balancer une flèche qui va être qui va pas être boostée. Donc c'est une flèche qu'on va bloquer et qui va pas être prise plus tard avec un Dominate potentiellement. Enfin, ça peut être utile, ça dépend des situations. Comme je disais, s'il n'y a pas le compteur tunique, moi j'essaye de pas lui donner un compteur tunique parce qu'un compteur tunique c'est 3 de dégâts entre guillemets en plus sur une flèche qui peut arriver avec Dominate, Release de Tension, tout ça, j'ai pas envie. Embolden Blade, oui et non, hein, pareil, c'est efficace, mais j'essaye de trouver des cartes efficaces, mais voilà, en gros ça turn face up dans le match-up, et du coup ça peut empêcher le couvre-chef pour savoir ce qu'elle a au-dessus du deck, donc potentiellement un play sous opti, mais encore une fois c'est pas la folie quoi, c'est pas Game Breaker. Ripple Away sur les codex et potentiellement sur certains audits. En fait, s'il y a une flèche avec Dominate, avec Inertia, Blood Rot, Ponder,
ben ok, je vais bloquer avec une carte de la main ou une DR. Et puis derrière, j'ai pas envie de donner un coup de hache encore une fois. Hein. Donc je vais faire Ripple Away pour empêcher toute cette génération de tokens. Donc c'est assez cool. Aussi dans le match-up, rien de plus à dire vraiment au-delà de ça. Je pense avoir résumé. Après c'est gameplay classique entre guillemets. Mais une des seules façons de win avec ce deck, c'est de fatiguer Azalea. Elle va à la fin plus avoir de flèches pour vous taper ou plus de boost. Et du coup, ben, on va juste se régaler et mettre des coups de hache. Voilà. Enfin. Victor, la priorité, c'est les coups de hache. En gros, il faut quasiment tous les tours menacer d'un coup de hache. Donc, donc voilà, c'est la priorité sur le match-up. On va jouer value et on va essayer de rester haut en HP pour tanker potentiellement un second cycle qui peut arriver et des CNC pummel, tout ça. Enfin, c'est le but, c'est de tanker et toujours proposer un coup de hache. Voilà. Les tips. Pardon, c'est les shots sur Anotos, c'est là où on va faire la plus grosse value. Et on va réussir à toujours gagner plus de value et gratter les HP assez facilement, le mettre en danger pour le second cycle. C'est le but. Les cartes dangereuses, c'est les pummels. Mais souvent, malheureusement, c'est sur un CNC. Et on est obligé de se dire, s'il l'a, il l'a. Et c'est chiant, mais du coup, bon, potentiellement, Oasis en arsenal, mais bon, faut que ça se goupille bien. Mais pourquoi pas avoir en priorité un Oasis en arsenal. Moi, j'aime bien avoir la nouvelle ball en arsenal, mais bon, voilà, après, c'est... Ça dépend comment vous jugez le danger d'un pummel, voilà. Les cartes efficaces. Overpower rouge, comme je disais, qui close les games en fin de game. Juste la présence dans le deck de Overpower rouge. Le Victor, il va être comme ça. Donc, c'est une carte à sauver, entre guillemets, à mettre en pitch stack dans ce match-up. C'est ultra efficace. Voilà. Et potentiellement, ça va permettre de gratter de la vie aussi et de dire, bah, le second cycle, attention quand même, parce que voilà, le danger est présent. Ensuite, Caillot. Là, c'est ultra tricky. Le but, c'est bien sûr de conserver ses PV. Le premier cycle de Caillot, ça va être je tank un max. Mais en fait, le problème, c'est que s'il veut, Caillot, il peut arriver à fatiguer Dory Decimator. S'il sait qu'en face c'est Decimator, il va rentrer tout son side et en fait ça ne pénalise pas tant que ça. Il va mettre des clash of agility, des trucs comme ça, et ça va être des cartes qu'il va discard gratuitement. Et en fait, toutes ces attaques qui demandent pas de discard, c'est une carte pour 2 cartes. Et derrière, il peut ponctuer ses tours avec des coups de clos. Donc ça va gratter une carte. Et ça, c'est dangereux. Donc c'est à vous de juger dans la game ce qu'essaye de faire le Caillot. Un peu savoir s'il joue semi-aggro, si il fout le bourre, il met ses power cards en pitch stack. Enfin c'est... Voilà, c'est... Tous les Cailloux jouent un peu différemment. Mais le but, ça va être de survivre au premier cycle. Et ensuite derrière, souvent il va avoir que des bleus, sans les go again. Et là, c'est là où on va pouvoir profiter pour un peu inverser la tendance. Donc tips, bon, j'ai pas vraiment de tips, mais c'était soyez patient. Le premier cycle, ça va pas être le fun. Ça va être vraiment je full block. Ça va être même, je vous le dis, ça va être... J'ai une bleue en main, il me reste une bleue en main, je ne mets pas de coup de hache si mon arsenal est vide, parce que j'ai les standing orders qui vont faire de la value, potentiellement sur une attaque adverse, à un moment donné. Donc c'est vraiment le premier cycle, c'est la tempête, hein, et on est dedans et on peut rien faire. Les cartes dangereuses, forcément, c'est Blood Rush Milo et Casbones. C'est les cartes qui vont nous faire perdre beaucoup de vie. Voilà, sur des et les tours Wild Ride aussi qui vont faire très mal. Mais une fois que ça s'est passé,
s'il reste 15 HP, on peut souffler. Je pense que la game, elle est plus ou moins win. Ce qui est dangereux avec Kaio, c'est que certains Kaio, ce qu'ils vont faire, c'est roll scab tous les tours. Et c'est là aussi où ils vont gratter de la value parce qu'en fait, ils vont pas avoir besoin de discard pour faire les attaques de griffe avec Go Again. Mais forcément, ça encore une fois, c'est en fonction des jets de dés où vous devez vous adapter en tant que joueur de Dori et dire ok, ben là, je vais mettre la pression et je vais bourrer. Et après, en fonction des points de vie du Kaio adverse, on peut se dire, ben ok, je vais mettre mes points de vie maintenant. C'est plus ma priorité c'est de le gratter à chaque tour avec un coup de hache, avec des Steel Blade Shunt, et essayer de le mettre le plus bas possible en termes de HP. Mais voilà, encore une fois, il y a des cailloux qui jouent Tunic, il y en a qui jouent Sash, enfin voilà, c'est toujours s'adapter. Les cartes efficaces, forcément, c'est Ripple Away sur les Agile Wind-Up et sur les Cast Bones. Et Unmovable, dans l'arsenal, ça bloque à Swing Big, ça bloque beaucoup de choses, et c'est banger, hein. Clairement, on a envie de sortir la pleine value de ces Unmovable. Donc voilà, en gros c'est le match-up Kaio. Ensuite, match-up Prism, la priorité c'est les HP, rester haut en HP le plus possible dans la game et ne pas se faire toucher, c'est le tips. Donc forcément, les deux sont liés, hein. Si on se fait pas toucher, nos HP restent hauts. On n'a pas envie qu'elle tue ses figments, on n'a pas envie qu'elle ait de la soul. Donc, les cartes dangereuses, c'est Genesis. On voit Genesis, on tire à vue, bam, coup de hache, terminé. Et ensuite, c'est les anges qui sont inclus dans la loupe de Prism. J'ai fait une prio sur les anges. On a Avalon, priority number 1 à tuer. Numéro 2, Bellona. Pourquoi Bellona? Parce que en fait, même si on est en loop, le danger, c'est les attaques d'ange qui sont à 6-7. Parce que à un moment donné, elle a réussi à mettre un compteur sur tous ses anges. Là, en fait, en fin de game, il y a certes 2 attaques d'ange. Mais en fait, si en fin de game, on est assez en HP malgré la loupe, en fait, elle va se fatiguer. On va bloquer les 2 anges qui tapent 4. Derrière, on va mettre un coup de hache dans la LS. Et il va falloir qu'elle remette des trucs en soul si elle veut maintenir la loupe à flot. Et s'il y a des compteurs sur les anges, on va devoir mettre toute la main. Et on va pas réussir à proposer des attaques. Et juste, ça va être 2 attaques d'ange, 2 attaques d'ange. Et si on est trop bas en HP, on va devoir juste bloquer les anges et terminer. Et donc après sur Aya qui permet de faire la loupe pareil. Donc ça c'est l'ordre de priorité. Et c'est valable même si vous jouez pas Dori Decimator, c'est l'ordre de prio pour clean une loupe ALS. Voilà, toujours avec Genesis bien sûr en prio avant ces cartes là. Sauf Avalon. Donc je ferai en termes de prio Avalon, Genesis, Bellona sur Aya. Bref, les cartes efficaces forcément c'est les poppers. Et c'est les Refraction Bolters. Pourquoi? Parce que en fait, dès qu'on a tapé un ange, potentiellement on va en taper un deuxième avec Refraction Bolters. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Les tours dangereux, forcément, c'est les tours où il y a Tome of Duplicity. Quand ça arrive, là, il y a la goutte de sueur, elle est là. Hein, parce que ça. Il y a sûrement des RL qui vont toucher. Ça, en face, elle peut payer pour ses fantasmales. Ça va forcément plus ou moins toucher quand il y a le Tome of Felicity qui est là. Mais on peut rien y faire. Autre match-up, Kassai. La priorité, c'est les HP. Forcément, il faut rester toujours assez haut en HP. Le but, c'est de gratter de la value sur les Steel Blade Shunt, sur les attaques d'armes. Donc, il faut jouer les DR intelligemment. Et surtout, pas de gold. Donc les DR, on les garde en priorité au tour où Kassai va vouloir faire son Hero Power. Le but c'est d'empêcher ça au maximum, donc avoir les DR prêtes à ce moment-là. Parce que sa wincon, et c'est sa seule wincon, c'est Ryzen Army avec 4 ou 5 mercenaires. Et là c'est très compliqué. Là, et pour pouvoir tanker, parce que ça peut arriver hein, que les golds soient générés. Pour pouvoir tanker, parce qu'elle va pouvoir setup en fait. Quand nous on va mettre un coup de hache, elle va avoir un bloc dynamo avec une carte. Et du coup elle va pouvoir setup tranquillement ses gros tours
avec son Hero Power. Donc être prêt à ces moments-là pour tanker les sabres de Kassai. Et si elle arrive à générer ses golds, donc c'était ça l'idée de départ, si elle arrive à générer ses golds et donc ses 5 mercenaires, le but c'est de tanker les attaques et de pouvoir à chaque fois clean un Cintari. Mais ça va être des tours qui vont... où on va prendre des 16, des 15, ça peut aller très vite hein, en termes de dégâts. Les Cintari 16 Ward. Les cartes dangereuses du coup, Ryzen Army, voilà, je viens d'en parler. Et Blade Fury. Parce que Blade Fury, le problème c'est que c'est un coup de Cintari à 2, dont on va bloquer 3, on va dire. Et là, Blade Fury, donc plus 2 sur l'attaque, on bloque à 3, le Cintari passe à 4. Voilà. Là, est-ce qu'on met une DR ou pas sous Kassai Hero Power? Bah oui, on est obligé. Et malheureusement, en fait, il y a le plus 2 sur l'autre attaque d'armes. En plus des buffs que Kassai va mettre avec un hit and run ou des trucs comme ça. Donc, c'est une des cartes dangereuses dans le match-up. Glint aussi, forcément. Le but, c'est que... on puisse jouer autour intelligemment, mais c'est toujours ultra compliqué. Sachant que sous Kassai Hero Power, en fait, on est obligé de mettre des cartes pour défendre, donc le Glint il va forcément proc, il va réduire ses attaques d'armes, et elle va pouvoir faire des Vigor, faire Byforge potentiellement, enfin bon, c'est un peu énervant les Glint, mais bon, voilà. Les cartes efficaces forcément c'est Steel Blade Shunt, et les Refraction Bolters à garder exclusivement pour les Cintari Sword. Pas de... J'ai une bleue en main, je peux me mettre un autre coup de hache, non on s'en fout. C'est Cintari Sword. Voilà. Ensuite, Katsu. Alors je l'ai mis dans les match-up parce que voilà, c'est un peu original. Mais c'est parce que vous allez rencontrer le plus en jouant Droid Decimator, surtout avec la prochaine extension qui arrive. Les cartes dangereuses, forcément, c'est Ancestral Empowerment. En fait, il faut jouer autour des hits. Ah oui, pardon, la priorité c'est les HP. Rien ne touche, c'est pareil que Kassai. Le but c'est qu'il n'aille pas tuto ces chaînes de combos. En général, on va y arriver. Faire en sorte que ça ne touche pas. Donc, le but c'est de garder ses DR. Quand lui il va faire c'est Ancestral, c'est Art of War, c'est Breaking Scales. Donc, pas hésiter à mettre des équipements. Par exemple, sur un Surging, on va mettre peut-être... Ça dépend s'il a pris des dégâts avant, enfin ça dépend un peu de comment les tours avant sont passés, ce qu'il a dans le cimetière. On n'hésite pas sur un Surgery Strike, on met une carte, on met un équipement, et on garde sa DR bien au chaud, et prêt à réagir au cas où. Voilà. Et on va arriver à shutdown en général, tous ces tours comme ça. Forcément, on fait attention aux brises, donc aux bots qui permettent de donner go again. On se fait pas bait. Genre, ah bon, je commence, je sais pas moi, avec un truc nul qui n'a pas go again. Le but, ils sont pas fous, les Katsu. S'ils attaquent sans go again, c'est que derrière ils veulent que ça hit pour activer Katsu et activer les brises et donner go again et partir en combo. Donc, jouer intelligemment, les cartes efficaces forcément, c'est Balance of Justice. Si par malheur il arrive à faire Art of War et Hit, ça va être notre meilleur ami lors de ces tours de tempête de Katsu. Ça va nous permettre de tanker ce gros tour. En général, on en survit, hein, même s'ils nous dishonorent, on s'en fout. Voilà. Le but, ça va être de tanker le maximum de dégâts. Et en général, on y arrive. Les blocs 3, bien sûr, ultra efficace contre Katsu. Rien à dire de plus. Voilà. C'est grosso modo Katsu. Encore une fois, c'est quand même à notre faveur. Mais voilà. Savoir jouer autour de ces cartes qui sont des cartes dangereuses. Jouer les DR. On n'est pas proactif, on joue en réaction. Et c'est à Katsu de prendre les risques, pas nous. Petite FAQ pour terminer cette vidéo qui va être beaucoup trop longue. Mais bon, au moins c'est, je l'espère, complet. Est-ce que
Je pense que c'est des questions qui peuvent venir. Voilà, pour conclure, est-ce que c'est mieux que Blocktin? Donc, je suis sûr que vous n'êtes pas passé à côté de la liste des Italiens qui a fait top 4 au calling. Pour moi, je trouve que je l'ai joué, j'ai fait 3-0 à Madeira Amore avec, mais je trouve que Boltin, ça fait des acrobaties pour faire sa value. C'est-à-dire que on fait le sous shield, voilà, parce que derrière on peut faire E-Strike à 7 Go Again, à condition de avoir fait sous shield avant, à condition de pas avoir bloqué avec les E-Strike, à condition de pas avoir besoin de bloquer avec ses bots, à condition de... Enfin, c'est trop quoi, c'est trop. Pareil, oui, on peut bloquer avec les bots, mais à condition d'avoir une soul. C'est beaucoup de cabrioles pour faire de la value, là où Dorinthea c'est carré, on sait ce qu'on fait, on va pas essayer de faire des plays sous opti pour essayer de setup nos tours E-Strike machin. La value qu'on fait avec Boltin, contrairement à, enfin, en opposition à Dory, c'est pas mirobolant. Je trouve que moi, là, ça va être que des réponses personnelles, hein, bien sûr, à ces questions-là. Je trouve que c'est trop d'acrobatie pour faire la value. Là où Dory, c'est carré. Voilà. Ensuite, liste. L'évolution de la liste post par The Miss Veil. Je pense que une carte qui peut rentrer, et je pense que ça sera à la place soit de Embolden, soit de Biting Blade, ça serait Roddy Locals. Sorry pour l'accent. Mais en gros, moi je la trouve excellente. Pour moi, cette carte elle est sous-cotée, on parle pas assez d'elle. Alors que elle est trop bien. Pour moi, c'est une Blue Toolbox vraiment insane. Pour 0, t'as pas 2, défend 3. Et justement, en fait, ces mains où il nous reste une note bleue en main, peut-être au lieu de mettre un coup de hache, on va mettre ça. Et en fait, derrière, on va discard notre carte juste pour faire discard l'adversaire. Et ça, c'est juste insane. Pour moi, c'est vraiment une très bonne carte dans le deck. Parce que ça rentre tout à fait dans le plan de jeu Decimator. Voilà. Même dans le plan de jeu contrôle en général. Ouais. Voilà, pas d'autres améliorations, je pense. La liste est bien comme elle est. Voilà. Sa place dans la future méta, je pense que là, elle récupère 2 mauvais match-up et un bon match-up. Je pense que Nu, on s'en sort parce que, ben, encore une fois, comme contre tous les assassins, vu qu'on joue en réaction, ben, on va pouvoir s'adapter à ce que fait Nu et Nu va juste se casser la tête pour essayer de passer nos défenses réactions. Ce qui me fait dire que c'est pas si free que ça, c'est qu'il y a Cosmic Awakening. Et Cosmic Awakening, c'est LSS qui dit voilà, les decks fatigue, maintenant ça va bien la comédie. Et je pense que ça va être ça dans les futurs sets qui vont sortir. Ils vont nous mettre des cartes anti-fatigue, au moins une, dans tous les héros. Moi, c'est mon hot take. Et du coup, bah, ça fait que les match-up, non seulement Zen et Enigma, c'est injouable. En fait, rien que l'existence de cette carte fait que on a perdu. Voilà. Mais on pourrait se dire, ok, peut-être qu'il ne le cite pas. Peut-être que, voilà. Il pense pas au match-up fatigue. Peut-être qu'ils se disent que c'est Dory Hachette, du coup, il n'y a pas de fatigue. Enfin, voilà. Mais en fait, Zen, c'est perdu quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un bâton qui tape 2. Et qu'on n'a pas envie de le bloquer, et du coup on prend 2. Et ça, c'est sans compter sur les milliers de Crunching Tiger, de maillons de chaîne. C'est certes il n'y a pas de on-hit, mais c'est trop de dégâts. C'est trop de dégâts, et ça on peut pas tanker. On peut pas tanker, j'ai fait plein de tests, on peut pas tanker. C'est pour ça que je voulais attendre aussi de faire cette vidéo pour vous dire que
Alerte rouge, quoi. Et Enigma, c'est pareil, en fait, il y aura Cosmic Awakening. Et en fait, malgré les Steel Blade Shunt, on pourrait se dire, ok, on va péter les wards avec les Steel Blade Shunt. Le problème, c'est qu'à un moment donné, elle a plus d'aura avec ward que on a de Steel Blade Shunt, sachant qu'elle peut avoir des spectrales pour tanker les, à la place des wards qui sont en train d'attaquer avec des wards 3, wards 4. Et du coup, en fait, les Steel Blade Shunt, on va les utiliser pour quasi rien. Et ça, c'est sans compter que sa pitch stack se fait naturellement, en fait. Nous, on va s'essouffler en termes de Steel Blade Shunt. Notre agression, c'est Decimator, et c'est pas assez. Je pense que même en Dawnblade, ça ne passera pas. Et en fait, elle peut conserver ses wards, attaquer avec. Et on est sans arbre en fait contre elle. Et ça, c'est un problème. Il y a en plus les Phantom Taimo qui peuvent grossir. À un moment donné, elle fait Restless Coalescence. Hop, je mets tous les compteurs sur mon sur ma Restless Coalescence et je fais des spectrales. Et alors là, les Steel Blade Shunt, c'est fini. Enfin, il n'y a pas. Et Decimator fait pas assez, met pas assez de pression pour contrer Enigma. Donc Enigma Z, c'est mort. Nu, c'est potentiellement mort. Donc c'est très compliqué dans la prochaine méta. Certes, on gagne. Enfin, on garde les bons match-up, à savoir KO, gardien, guerrier, assassin. Mais moi, je pense que je ne jouerai pas Dory dans la prochaine méta. Post-MST, je pense que c'est pas assez... Ça n'a pas de assez bon match-up, ça cible pas les top tiers assez forts. Du coup, c'est pas assez worth. Une liste hybride possible. Encore une fois, je ne pense pas. Voilà, je pense que Dawnblade va rien apporter dans ces nouveaux match-up. Je pense qu'on met pas assez de pression à Zen. Zen, il s'en fout, il dit no bloc, pas lui m'en fout, derrière je te mets 40. Voilà. Pareil pour Enigma. Et pareil pour Nu, en fait, qui va juste bloquer à 3. Et vu qu'on a une decklist qui est à moitié Decimator, à moitié Dawnblade, si les gens savent, ils savent qu'il n'y a pas d'AR. Donc, bon, bloc 3 et puis go next. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir fait le tour de la decklist. Je vois pas d'autres améliorations possibles dans cette decklist. Encore une fois, la decklist avec le Side Blade est cible des choses différentes. Moi, j'ai décidé d'arrêter, mais bon, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais c'est le choix que j'ai fait dans la méta. Je trouvais que c'était plus pertinent de faire ça. Et du coup, bon, ça m'a réussi, tant mieux. Tout comme ça aurait pu me réussir de jouer Dawnblade. Donc voilà, ne pas s'arrêter à ça. C'est pas la meilleure decklist Dory Decimator. Ça dépend ce qu'on cible. Ça dépend notre façon de jouer. Voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Bref. Voilà, bah, si ça vous a plu, je sais que c'est une très longue vidéo, là je commence à fatiguer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Voilà, ciao!